Papa, je ne veux pas mourir. Les mots chuchotés de la fillette de 6 ans déchirèrent le silence de la salle d'opération comme une lame. Le millionnaire le plus puissant de Los Angeles, propriétaire d'un empire valant des milliards, s'effondra sur la chaise à côté du lit d'hôpital. Toutes ses relations, tout son argent, tous les meilleurs médecins du monde n'arrivaient pas à sauver la seule chose qui comptait vraiment. Le cancer du foie gagnait du terrain. 3 mois. C'était tout ce qu'il restait à la petite fille aux boucles dorées qui, autrefois, courait dans les jardins de son manoir. À présent, des tubes et des fils maintenaient son corps fragile en vie, tandis que les machines émettaient des bips incessants, rappelant à tous que le temps s'épuisait. « Monsieur, vous devez vous reposer », dit une voix douce derrière lui. C'était elle. La femme qui avait tout changé dans leur vie depuis son arrivée au manoir 6 ans plus tôt. La gouvernante noire de 40 ans qui traitait sa fille comme si c'était la sienne. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, mais sa détermination demeurait inébranlable. Il la connaissait comme une force de la nature. Pendant qu'il bâtissait des empires commerciaux, elle avait construit quelque chose d'encore plus précieux, un foyer. Lorsque son épouse était morte en couche, le laissant seul avec un nourrisson, c'était cette femme extraordinaire qui avait pris les rênes. Non seulement comme employée, mais comme la seconde mère que sa fille n'avait jamais eue. « Je ne peux pas me reposer », murmura-t-il, sans détourner les yeux de sa fille. « Les médecins ont dit que ce n'est plus qu'une question de semaines. Comment pourrais-je me reposer en sachant que je l'ai laissé tomber ?» La gouvernante s'approcha et posa la main sur son épaule. « Vous ne l'avez pas laissé tomber. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Mais avait-il vraiment tout fait? Au cours des 6 derniers mois, depuis le diagnostic accablant, il avait déplacé des montagnes. Il avait fait venir à Los Angeles les meilleurs oncologues du monde. Il avait construit une aile entière de l'hôpital rien que pour assurer à sa fille les meilleurs soins. Il avait dépensé 15 millions de dollars dans des traitements expérimentaux qui promettaient des miracles, mais n'avaient apporté que plus de souffrance. La chimiothérapie avait fait tomber les boucles dorées de la fillette. La radiothérapie avait brûlé sa peau délicate. Les médicaments expérimentaux avaient causé des effets secondaires brutaux. Et pourtant, le cancer continuait de se répandre dans le petit foie comme une peste implacable. « Papa !» La voix faible de sa fille le ramena au présent. Elle avait ouvert les yeux et le fixait avec une maturité effrayante pour ses 6 ans. « Tu es triste. » Comment expliquer à un enfant que son père, l'homme qui pouvait tout acheter dans le monde, était totalement impuissant face à la maladie qui la dévorait? Comment dire que tous ces milliards ne signifiaient rien lorsqu'il s'agissait de sauver sa vie? « Non, princesse, » mentit-il, forçant un sourire. « Papa est là avec toi. » La gouvernante observa la scène le cœur brisé. Elle connaissait chaque expression du visage de cet enfant, chaque nuance de sa voix. Elle avait passé des nuits entières à veiller sur elle lorsqu'elle avait de la fièvre, elle lui avait appris ses premiers mots, elle avait calmé ses cauchemars. Maintenant, elle assistait, impuissante, à l'agonie de cette petite qu'elle aimait comme sa propre fille, et cela détruisait son âme. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait dit à personne. Quelque chose qu'elle avait découvert la semaine précédente, au détour d'une conversation apparemment anodine avec un des médecins. Une possibilité que les spécialistes n'avaient même pas évoquée auprès du père. Une greffe du foie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de donneur compatible sur la liste d'attente. Et même s'il y en avait eu, l'état de l'enfant était si détérioré qu'elle n'aurait probablement pas survécu à l'opération. Les médecins avaient écarté cette option dès le départ, préférant se concentrer sur des traitements moins invasifs qui, manifestement, ne fonctionnaient pas. Mais s'il y avait une autre voie? Et si la solution était plus proche que quiconque ne l'imaginait? La gouvernante posa discrètement la main sur le côté droit de son propre abdomen, là où elle savait que son foie se trouvait. Une idée impossible commença à germer dans son esprit, une idée qui pourrait sauver la vie de l'enfant qu'elle aimait, même si cela devait lui coûter la sienne. Elle regarda l'homme anéanti près du lit et l'enfant qui dépérissait dans les draps blancs de l'hôpital. Une famille qui était devenue sa famille. Une fille qui était devenue sa fille. Et à cet instant, elle prit une décision qui allait changer leur vie à tous pour toujours. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite, pensa-t-elle, consciente que dans les jours à venir, toutes les règles allaient être brisées, toutes les barrières abattues, et que le véritable sens de l'amour inconditionnel allait être révélé d'une façon que personne n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, la gouvernante se réveilla à 5 heures du matin avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Alors que le manoir dormait encore, elle se rendit dans le petit bureau que son employeur lui avait cédé pour organiser la routine de la maison. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'horaire de repas ou de rendez-vous scolaire. Il s'agissait de vie et de mort. Elle alluma l'ordinateur et commença à rechercher de manière obsessive des informations sur les transplantations de foie. Chaque article médical qu'elle lisait confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà.
La compatibilité entre le donneur et le receveur allait bien au-delà du groupe sanguin. Tissus, protéines, antigènes, une combinaison complexe qui transformait la recherche d'un donneur en une loterie cruelle. Mais il y avait quelque chose de plus perturbant dans ces recherches. La liste d'attente pour les transplantations pédiatriques comptait plus de 2000 enfants en attente. Et seulement 300 transplantations avaient lieu chaque année. Les chances étaient brutalement faibles, et le temps de la fillette s'épuisait plus vite que toute liste ne pourrait avancer. C'est alors qu'elle trouva un article qui changea tout. Une étude sur les transplantations de donneurs vivants. Le foie était le seul organe capable de se régénérer complètement. Un donneur pouvait donner jusqu'à 60% de son organe, et en quelques mois, le donneur comme le receveur aurait un foie totalement fonctionnel. Ses doigts tremblaient en lisant les critères pour être donneur. Âge entre 18 et 60 ans. Santé parfaite. Compatibilité sanguine. Et, plus crucial encore, compatibilité génétique qui n'existait qu'entre parents proches ou, dans de rares cas, entre personnes sans lien de parenté. Elle ferma les yeux et se souvint de quelque chose qu'elle avait complètement oublié. Il y a 3 ans, lorsque la fillette avait eu besoin d'une transfusion sanguine après une petite chirurgie, elle s'était proposée comme donneuse. Les médecins avaient fait tous les tests de compatibilité et avaient été surpris par les résultats. Non seulement le sang était compatible, mais il existait également une coïncidence rare dans les marqueurs génétiques. C'est presque comme si vous étiez parente, avait plaisanté le médecin à l'époque. C'est presque comme si vous étiez parente, avait plaisanté le médecin à l'époque. Maintenant, cette plaisanterie prenait un sens complètement différent. Elle prit le téléphone et appela l'hôpital, demandant à parler au docteur Patterson, l'oncologue en chef qui s'occupait de la fillette. Lorsqu'il répondit, sa voix sonnait fatiguée et découragée. « Docteur, je dois vous poser une question sur une transplantation de foie, » dit-elle, essayant de garder la voix ferme. Il y eut une longue pause. Nous en avons déjà parlé. Il n'y a pas de donneur compatible disponible, et même s'il y en avait. Et si j'étais compatible? Une autre pause, encore plus longue. Vous n'êtes pas parente de l'enfant. Les protocoles de l'hôpital sont très clairs à ce sujet. Nous n'acceptons les donneurs vivants que parmi les parents au premier degré. Mais si les tests montraient une compatibilité totale? Même dans ce cas, notre comité d'éthique n'approuverait jamais. C'est une politique inflexible. De plus, vous devez comprendre les risques. La chirurgie pour le donneur comporte 20% de risque de complications graves. 5% de risque de décès. Nous ne pouvons exposer une personne qui n'a aucune obligation légale ou sanguine à ces risques. La gouvernante sentit la colère monter en elle. Obligation légale, obligation sanguine, et l'obligation de l'amour, et l'obligation de sauver une vie quand on en a le pouvoir? Je comprends votre frustration, mais les règles existent pour une raison. Elle raccrocha brusquement. Règles. Protocole. Bureautique créé par des gens qui n'avaient jamais tenu un enfant mourant dans leurs bras. Des gens qui n'avaient jamais promis à une mère mourante de prendre soin de son bébé comme si c'était le leur. À ce moment-là, un souvenir douloureux la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Sa sœur cadette était morte à 8 ans, victime de la même maladie qui consumait maintenant la fillette. À l'époque, les transplantations pédiatriques étaient encore plus rares, presque expérimentales. Elle avait regardé sa sœur dépérir pendant des mois, impuissante à l'aider. Maintenant, 20 ans plus tard, elle avait le pouvoir de changer le destin d'un autre enfant. Elle avait la chance de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire pour sa sœur. Et un hôpital plein de règles ridicules l'en empêchait? Non. Elle ne permettrait pas que cela se reproduise. La gouvernante passa le reste de la matinée à passer d'autres appels. Elle découvrit qu'il existait des cliniques dans d'autres pays avec des réglementations différentes. Des endroits où l'amour et la compassion pesaient plus que les protocoles bureaucratiques. Des endroits où sauver une vie importait plus que la paperasse. C'est alors qu'elle trouva la clinique internationale de Zurich. Le site était simple, mais les qualifications des médecins étaient impressionnantes. Plus important encore, ils réalisaient des transplantations de donneurs vivants non apparentés, tant qu'il y avait compatibilité et consentement éclairé. Elle appela immédiatement. « Bonjour, je m'appelle, enfin, peu importe. J'ai besoin de renseignements sur une transplantation hépatique pédiatrique avec un donneur vivant. » La réceptionniste, qui parlait anglais avec un accent suisse, fut gentille mais directe. « Nous avons besoin de tous les examens médicaux, à la fois du patient et du donneur potentiel. S'il y a compatibilité, nous pouvons planifier une consultation la semaine prochaine. Et combien de temps prend tout le processus? Si tout se passe bien, la chirurgie peut être réalisée 2 semaines après l'approbation. 2 semaines. La fillette avait peut-être un mois à vivre. C'était possible. C'était vraiment possible.
Mais maintenant venait la partie la plus difficile. Comment obtenir les examens médicaux de l'enfant sans éveiller de soupçons? Comment passer ses propres examens sans que personne ne se doute de rien? Et, surtout, comment convaincre un père désespéré de lui faire suffisamment confiance pour entreprendre un parcours qui pourrait sauver sa fille ou les tuer toutes les deux? L'opportunité se présenta 3 jours plus tard, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le millionnaire se trouvait dans sa bibliothèque, entouré de piles de documents médicaux et de rapports de spécialistes du monde entier. Ses mains tremblaient en tenant une feuille avec l'entête d'une clinique expérimentale au Japon. Une autre promesse vide de guérison miraculeuse en échange d'une fortune. « Monsieur », la gouvernante entra silencieusement dans la pièce, « je vous ai apporté votre café. » Il ne leva même pas les yeux. « Ils veulent 2 millions de dollars pour un traitement qui n'a que 3% de chance de succès, » dit-il d'une voix brisée. 3%. Et pourtant, j'y pense sérieusement. Elle posa la tasse sur la table et observa l'homme qu'elle admirait depuis des années se désintégrer sous ses yeux. C'était le moment. Si elle ne parlait pas maintenant, elle n'aurait peut-être jamais le courage. Et si je vous disais qu'il existe une chance de 100%? Il leva enfin les yeux. Ses yeux étaient rouges, cerclés de cernes profonds. Que voulez-vous dire? Transplantation de foie. Donneur vivant. Je suis compatible. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le millionnaire la regarda comme si elle venait de parler dans une langue extraterrestre. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de donneur compatible. Il n'y a pas de donneur sur la liste d'attente. Mais j'ai passé des tests il y a 3 ans, vous vous souvenez? Quand elle avait besoin d'une transfusion. Le docteur Patterson avait mentionné notre compatibilité exceptionnelle. » L'homme se leva brusquement, faisant tomber des papiers par terre. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous n'êtes pas de la famille. Les risques sont énormes. Je ne vous permettrai pas. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » l'interrompit-elle, et pour la première fois en 6 ans, sa voix avait une fermeté qu'il n'avait jamais entendue. « Ce n'est pas votre décision. C'est la mienne. Même si c'était possible, aucun hôpital aux États-Unis ne réaliserait cette procédure. Les réglementations sont claires. » C'est alors qu'elle révéla son plan. La clinique à Zurich. Les médecins qui avaient déjà examiné le cas de manière informelle. La possibilité de réaliser l'opération dans 2 semaines. Le millionnaire l'écouta dans un silence absolu, et au fur et à mesure qu'elle parlait, quelque chose commença à changer sur son visage. Le désespoir laissait progressivement place à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. « Vous avez déjà tout prévu, » dit-il presque à voix basse. « Oui. Il me faut juste que vous me fassiez confiance. » Me faire confiance. Il laissa échapper un rire amer. « Vous êtes la seule personne en qui j'ai une confiance totale dans ce monde. Mais je ne peux pas vous laisser risquer votre vie. »« Elle est ma vie, » l'interrompit la gouvernante, et sa voix se brisa pour la première fois. « Depuis le jour où j'ai tenu ce bébé dans mes bras, elle est devenue ma fille autant que la vôtre. Et une mère ferait tout pour sauver son enfant. » Des larmes coulèrent sur le visage de l'homme le plus puissant de la côte ouest. Pour la première fois depuis des décennies, il était complètement vulnérable, complètement humain. « Si quelque chose vous arrive. » Cela n'arrivera pas. J'ai étudié les médecins, la clinique, les procédures. Le docteur Hoffman, le chirurgien en chef, a déjà réalisé plus de 500 transplantations de ce type. Le taux de succès est de 95%. Le millionnaire resta silencieux pendant de longues minutes, digérant tout. Finalement, il demanda « Que faut-il faire ?» Pendant les 2 jours suivants, ils mirent en œuvre le plan le plus risqué de leur vie. Officiellement, ils se rendaient en Europe pour consulter d'autres spécialistes. Personne ne se douterait de rien. Après tout, l'homme avait déjà emmené sa fille pour des consultations médicales dans des dizaines de pays. La partie la plus difficile fut d'expliquer la situation à la fillette sans l'effrayer. Ils s'assirent au bord de son lit à l'hôpital et lui dirent qu'il existait une nouvelle possibilité de traitement, mais qu'il devrait se rendre dans un endroit spécial. « Ça va faire mal ?» demanda-t-elle de sa voix fragile. La gouvernante prit sa petite main. « Ça fera un peu mal au début, princesse. Mais ensuite, tu iras parfaitement bien. Tu pourras courir à nouveau dans les jardins, jouer avec tes jouets, grandir et devenir une femme belle et forte. Tu seras avec moi. Je serai juste à côté de toi. Toujours. » Ce que l'enfant ignorait, c'était qu'être à ses côtés signifiait littéralement partager son propre corps avec elle. La veille du départ, la gouvernante fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle pria. Elle s'agenouilla à côté de son lit et demanda à Dieu de lui donner la force pour ce qui allait venir. Elle pria pour que la fillette soit protégée pendant l'opération. Et elle demanda pardon par avance pour toutes les lois et règles qu'elle était sur le point de transgresser.
Elle écrivit également une lettre. Une lettre qui ne serait ouverte que si quelque chose tournait mal, expliquant ses motivations, ses peurs, et surtout, son amour inconditionnel pour une enfant qui était devenue sa raison de vivre. Le matin du départ, alors que le jet privé était préparé sur la piste, le millionnaire la prit à part. Vous en êtes absolument sûr. Elle regarda par la fenêtre du terminal privé, où la fillette était assise dans un fauteuil roulant, souriant faiblement au pilote qui jouait avec elle. Même malade, même fragile, elle avait encore cette étincelle dans les yeux qui faisait fondre les cœurs. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. 2 heures plus tard, ils étaient à 40 000 pieds d'altitude, volant vers ce qui pourrait être le salut ou la tragédie. La gouvernante tenait la main de la fillette endormie et savait que, dans les 48 prochaines heures, l'une des deux ne reviendrait pas à la maison. La clinique internationale de Zurich ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à un hôpital. Des murs de verre offraient des vues à couper le souffle sur les Alpes suisses, et le silence serein contrastait brutalement avec la tension qui régnait parmi le trio récemment arrivé d'Amérique. Le docteur Hoffman, un homme de 60 ans aux mains fermes et aux yeux doux, les reçut dans son cabinet. Sur la table, les résultats des examens envoyés à l'avance étaient étalés comme des cartes d'un jeu mortel. « Les chiffres sont extraordinaires », dit-il dans un anglais impeccable. « La compatibilité entre vous deux est quelque chose que je ne vois peut-être qu'une fois tous les 100 cas. C'est presque comme si vous étiez des sœurs jumelles. » La gouvernante frissonna. Elle n'avait jamais parlé à personne des rêves étranges qu'elle faisait depuis des années, des rêves où elle était la mère biologique de la fillette. Des rêves si vifs qu'elle se réveillait parfois confuse entre rêve et réalité. « Quelles sont les chances réelles de succès ?» demanda le millionnaire. Pour la receveuse, 97%. Son foie est détérioré, mais le cœur et les autres organes sont solides. Pour la donneuse. Il regarda directement la gouvernante, 92%. Les risques sont minimes, mais ils existent. Et si quelque chose tourne mal? Le médecin hésita une seconde seulement. Si cela tourne mal, vous mourrez toutes les deux. Le silence qui suivit fut brisé par la voix fragile de la fillette. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Les 3 adultes se regardèrent, aucun ne sachant comment répondre à une question si innocente et en même temps si dévastatrice. C'est la gouvernante qui parla. Cela signifie dormir pour toujours, princesse. Mais cela n'arrivera pas à nous. Nous irons bien. Promis. Promis. Le docteur Hoffman expliqua la procédure. L'opération durerait 12 heures. Il retirerait 60% du foie de la gouvernante pour le transplanter à la fillette. Les deux resteraient en chirurgie simultanément, dans des salles connectées. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit le médecin, sa voix devenant plus sérieuse. « J'ai reçu un appel ce matin des États-Unis. Un certain docteur Patterson, du Cedar Sinai Hospital. Il est furieux. Il menace de poursuivre cette clinique et d'alerter les autorités américaines. » Le sang du millionnaire se glaça. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que lorsque vous reviendrez aux États-Unis, il y aura des conséquences légales. Possiblement pénales. Peu importe, dit la gouvernante sans hésiter. Si elle est vivante, je ferai face à 1000 tribunaux. Mais il y avait une autre complication que le docteur Hoffman n'avait pas encore mentionnée. Lors des derniers examens, ils découvrirent quelque chose d'inattendu dans le sang de la fillette. Une infection secondaire qui s'était développée, probablement à cause de son système immunitaire affaibli. Nous devons traiter l'infection d'abord, expliqua-t-il. Cela signifie reporter l'opération d'au moins 1 semaine. 1 semaine? Explosa le millionnaire. Elle n'a pas 1 semaine. Si nous opérons maintenant, avec l'infection active, les chances de rejet de l'organe montent à 80%. Elle mourrait en quelques jours. C'est alors qu'il se produisit quelque chose que personne n'attendait. La fillette, qui était restée silencieuse pendant toute la conversation, se mit soudain à convulser. Son petit corps se tordait dans la chaise, tandis que de la mousse sortait de sa bouche. « Code bleu !» cria le docteur Hoffman, déclenchant l'alarme d'urgence. Des infirmiers accoururent. La fillette fut rapidement placée sur une civière et emmenée en unité de soins intensifs. Ses organes commençaient à faillir plus vite que prévu. Dans la salle d'attente de l'USI, la gouvernante et le millionnaire s'assirent côte à côte, unis par le désespoir. De l'autre côté de la vitre, les médecins luttaient pour stabiliser l'enfant qu'ils aimaient tout de plus que leur propre vie. « Elle est en train de mourir, » murmura-t-il. « Et il n'y a rien que nous puissions faire. »« Si, » dit la gouvernante en se levant brusquement. Elle marcha jusqu'à la station de soins et exigea de parler immédiatement au docteur Hoffman. Lorsqu'il apparut, encore vêtu de sa blouse d'urgence, elle dit quelque chose qui changea tout. « Opérez maintenant. Ignorez l'infection, ignorez les risques.
Si nous attendons une semaine, elle sera morte. Au moins ainsi, elle a une chance. Les chances de succès tombent à moins de 50%. 50, c'est mieux que 0. Le docteur Hoffman regarda à travers la vitre la fillette connectée aux machines, puis le père dévasté, et enfin la femme prête à mourir pour un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Vous avez 1 heure pour décider. Après cela, il sera trop tard. Pendant l'heure qui suivit, le millionnaire et la gouvernante eurent la conversation la plus importante de leur vie. Ils pesèrent les risques, considérèrent les alternatives, et arrivèrent finalement à la seule conclusion possible. À 19 heures, heure locale, ils signèrent tous deux les documents de consentement. À 20 heures, la gouvernante embrassa le front de la fillette et murmura « On se retrouve de l'autre côté, princesse ». À 20h15, 2 civières furent transportées dans des salles de chirurgie adjacentes. À 20h30, le docteur Hoffman fit les premières incisions. Et ainsi commencèrent les 12 heures les plus longues de la vie du millionnaire le plus puissant de la côte ouest, tandis qu'il attendait de savoir s'il sauverait sa fille ou perdrait les 2 femmes qu'il aimait le plus au monde. 12h43 plus tard, le docteur Hoffman émergea du bloc opératoire, le visage épuisé, mais quelque chose dans ses yeux fit battre le cœur du millionnaire à toute vitesse. Ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, de l'espoir. Les opérations ont été un succès, annonça le médecin, et l'homme le plus puissant de la côte ouest s'effondra sur sa chaise, pleurant comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Elles sont toutes les 2 en vie. Le foie de la donneuse a été parfaitement accepté par l'organisme de la receveuse. Mais il y avait plus. Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire pendant l'opération, poursuivit le docteur Hoffman. Nous avons fait un test génétique d'urgence lorsque nous avons remarqué quelques anomalies dans les tissus. Les 2 ne sont pas seulement compatibles, elles sont apparentées biologiquement. Le millionnaire cessa de pleurer brusquement. Que voulez-vous dire? Votre gouvernante est la sœur de votre défunte épouse. Les 2 ont été séparés dans leur enfance et élevés dans des familles différentes. C'est pourquoi la compatibilité est si parfaite. Votre fille vient de recevoir un organe de sa tante biologique. Le monde s'arrêta. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent instantanément. La connexion inexplicable entre la gouvernante et la fillette. L'amour immédiat et inconditionnel. Les rêves étranges qu'elle avait mentionnés des années auparavant, où elle se sentait comme la mère biologique de l'enfant. Le destin avait conspiré d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. 3 jours plus tard, lorsque les 2 étaient réveillés et stables, la vérité fut révélée. La gouvernante, encore faible de l'opération, tenait la main de la fillette pendant que le millionnaire expliquait cette incroyable découverte. « Alors tu es vraiment de ma famille ?» demanda la fillette, les yeux brillants. « Je l'ai toujours été, princesse. Depuis le premier jour. » La récupération fut lente mais miraculeuse. Le nouveau foie de la fillette fonctionnait parfaitement, et les niveaux de cancer dans son sang chutaient jour après jour. La gouvernante, quant à elle, récupérait plus rapidement que prévu, comme si son corps savait qu'il avait une mission importante à accomplir. 2 semaines plus tard, ils revinrent à Los Angeles. Comme le docteur Hoffman l'avait prévu, une tempête juridique les attendait. Le docteur Patterson avait effectivement alerté les autorités, et des mandats d'arrêt étaient en attente pour le millionnaire et la gouvernante pour pratique médicale illégale et mise en danger d'un enfant. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. L'histoire avait fuité dans la presse pendant leur absence. Des journalistes du monde entier couvraient le cas de la gouvernante qui a sauvé la vie de sa patronne avec son propre foie. L'opinion publique était entièrement de leur côté. Des manifestations se formèrent devant le tribunal. Des médecins renommés donnèrent des interviews défendant le droit des adultes à donner des organes indépendamment du lien légal. Des politiciens commencèrent à proposer des modifications des lois sur les transplantations. L'affaire devint un jalon juridique. En 6 mois, les réglementations américaines sur le don d'organes furent entièrement réformées. Les donneurs vivants non apparentés pouvaient désormais donner avec un consentement éclairé et une évaluation psychologique appropriée. Des centaines de vies furent sauvées dans les mois suivants grâce à ce changement de loi, connu sous le nom de loi de la gouvernante. 1 an plus tard, pour le 7e anniversaire de la fillette, une fête fut organisée dans les jardins du manoir de Beverly Hills. Mais ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire. C'était une célébration de la vie, de l'amour et des miracles qui se produisent lorsqu'une personne est prête à tout sacrifier pour une autre. La fillette, désormais avec des cheveux repoussants et des joues roses de santé, courait dans les jardins en poursuivant des papillons. Son rire résonnait dans la propriété comme de la musique aux oreilles de tous ceux qui l'aimaient. La gouvernante, désormais officiellement reconnue comme tante et co-tutrice de l'enfant, observait depuis la terrasse à côté du millionnaire. Une petite cicatrice marquait son abdomen.
un souvenir permanent du plus grand acte d'amour de sa vie. « Tu as sauvé ma fille », dit-il pour la 100e fois. « Nous avons sauvé notre fille », corrigea-t-elle en souriant. Puis la fillette courut vers eux, tenant délicatement un papillon bleu entre ses mains. « Regardez. Il est magnifique, non? Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Il peut voler où il veut, mais il a choisi de rester ici avec nous. » Les deux adultes se regardèrent et sourirent. Parfois, les plus grandes leçons de la vie viennent de la bouche d'un enfant. Cette nuit-là, après que la fête se fut terminée et que la fillette dormait, la gouvernante trouva la lettre qu'elle avait écrite avant le voyage à Zurich. La lettre qui ne devait être ouverte qu'en cas de problème. Elle la déchira sans la lire. Elle n'avait plus besoin des mots du passé. Le présent était rempli de vie, d'amour et d'espoir. L'avenir brillait de possibilités infinies. Et alors qu'elle vérifiait une dernière fois la chambre de la fillette avant de se coucher, elle murmura une prière de gratitude. Non seulement pour avoir survécu, mais pour avoir découvert que le véritable miracle ne résidait pas dans la transplantation ni dans la médecine moderne. Le véritable miracle résidait dans la capacité humaine à aimer inconditionnellement, à se sacrifier pour ceux que nous aimons et à trouver la famille dans les endroits les plus inattendus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette incroyable histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits qui touchent le cœur et nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.